Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, ça va du crap. Alors, en fait, je suis en train de finir mon séjour à Hua Hin, là. Dans 2 jours, je suis de retour à Bangkok et après, de retour en France, à Paris. En fait, j'avais décidé, d'ailleurs j'ai toujours décidé, de prendre ce que je vais appeler les vacances du YouTuber. Même si je ne me considère pas vraiment comme un YouTuber, mais bon, comparé à d'autres. Voilà. Des vacances, pourquoi? Bon, juste parce que, en fait, c'est un concours de circonstances. Voilà, c'est que d'abord, moi, je me sens hyper bien ici et je n'éprouve pas la nécessité absolue de faire des vidéos sur YouTube parce que, vous le savez, j'en ai pas vraiment besoin pour vivre et je ne cherche surtout pas à en avoir besoin pour vivre. Voilà, et puis... je suis aussi tombé, c'est pas très grave, mais bon, je suis tombé sur un abruti, un mec méchant, gavé de haine, qui m'a envoyé un mail carrément. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez courageux pour réagir directement sur les vidéos, donc il m'envoie des mails. Mec qui ne sait manier que l'injure et la faute d'orthographe, enfin bref, pitoyable. C'est pas que ce soit très important, mais tout d'un coup, je me suis dit, pourquoi faire des vidéos si c'est pour tomber sur des énergumènes pareil, franchement. Et puis bon, après, je me suis dit quand même qu'il fallait que je fasse une dernière vidéo pour vous tenir au courant, pour vous dire que ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire que mon séjour touchait à sa fin ici à Hua Hin et mon retour en France était plus qu'éminent, que du coup, de retour en France, j'allais réellement prendre des vacances du YouTuber, parce que tout simplement, je vais pas vous faire une vidéo sur la canicule, quand même. Non, mais en fait, je rentre, j'ai du boulot, j'ai plein de trucs à faire, et voilà. Et un petit repos de vidéos YouTube, on va dire au moins jusqu'à la fin du mois, ce sera le bienvenu. Voilà. Toujours est-il que, voilà, je vais faire cette vidéo, je vais vous dire après de quoi ça va traiter. Ici, franchement, ça a été le rêve. C'est-à-dire que moi, je suis fan de Hua Hin pour des tas de raisons. On est fan de Hua Hin puisque on est deux, en fait, à prendre des décisions quand il faut en prendre. Tout s'est formidablement bien passé. On a trouvé ici, et je dirais, il y a mon avis qui est un avis de Farang, mais il y a aussi son avis à elle qui est un avis de Thaï. Et tous les deux, on est d'accord, on a trouvé ici exactement ce qu'on recherche. Les choses dont on a besoin et les choses dont on n'a pas envie, elles sont pas ici. Voilà. Donc, c'est super. Donc, ouais, on prévoit de revenir. Moi, j'ai déjà commencé à poser des jalons et notamment, j'ai mis une option sur un appart Airbnb qui me paraît pas mal. Alors, c'est quoi une option Airbnb, évidemment? Donc, en fait, l'idée, c'est que vous réservez, donc vous payez une partie, en général à peu près la moitié de la somme, mais cette moitié est remboursable et vous avez une date jusqu'à laquelle c'est remboursable. Donc moi, j'ai pris l'appart. Je vais vous expliquer après de ce que c'est à peu près. Donc j'ai pris l'appart et en fait, donc j'ai payé une première partie et j'ai jusqu'au 13 novembre pour annuler. Je suis remboursé complètement. Jusqu'au 13 novembre, il est possible qu'on trouve autre chose parce que mon amie Thaï, elle reste ici et donc elle va, ici en Thaïlande, mais elle va continuer à chercher. Quand même, je vous rappelle que notre première idée, c'était plutôt de trouver une maison vers Inlek Phai et puis parce que c'est une expérience qui nous tente, mais en même temps sur Airbnb, c'est très cher. Les locations normales, sans passer par des plateformes type Airbnb, 2 mois, c'est très compliqué. Et donc, du coup, on s'est dit, très bien, allons nous installer un peu dans le sud de Hua Hin, vers la très belle plage de Tao, j'arrive jamais à dire, Tao Katiab, voilà. Donc, on a trouvé un super condo, grand, parce que, oui, on est comme ça, on aime quand c'est grand, parce qu'on aime être chez nous, et qu'on peut pas survivre dans 35 mètres carrés à deux, on se marche sur les pieds, c'est pas possible. Donc voilà, on a trouvé un truc très chouette, un peu cher, mais alors c'est aussi ça l'intérêt de l'expérience, c'est que ça va être la haute saison. Donc là, on a expérimenté Hua Hin en basse saison, carton plein, et maintenant, on va expérimenter Hua Hin en haute saison, en plus vraiment Hua Hin, puisque là, on était à Chaham, on va être à Hua Hin, mais dans un quartier qui nous paraît très chouette.
Bah, là, du coup, on s'est dit, bon, allez, c'est vrai que c'est pas mal. C'était pas le cas à Chatham. C'est pas mal d'avoir le 7-Eleven à pied. Bon, la plage à pied, on l'avait ici. La piscine à pied aussi. On aura la même chose. Appartement, en fait, je dirais pratiquement de la même taille, à peu près 80 mètres carrés, parce que oui, il y a 2 chambres à coucher. Parce que oui, je prévois peut-être d'accueillir quelqu'un à un moment donné. Voilà, 2 salles de bain, parce que madame, elle aime bien avoir son petit coin à elle. Donc, bah, si je peux, voilà, si on peut lui offrir, c'est aussi bien. Et puis voilà, puis on sera en même temps, on n'est pas loin de Pranbury, on est à 2 minutes en voiture de Blueport, si on a besoin d'y aller. Voilà, centres commerciaux, on a des marchés de nuit qui sont accessibles à pied, en marchant un peu. Enfin, voilà. Expérience chouette, encore une fois, moi je suis très intéressé, j'ai très envie de voir Wayne en saison haute. Bah, parce que je vais voir comment on y vit, et puis surtout ça va me permettre de jauger un peu les possibilités d'investissement immobilier. Bref, voilà. Alors, cette vidéo, elle va traiter de quoi? Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous parler d'une chose dont on ne vous parle pas beaucoup, je dirais même jamais. Tous les youtubeurs, en fait, que vous allez trouver, vous parlent de toutes les problématiques liées à la Thaïlande, c'est-à-dire les visas, où est-ce qu'il faut habiter, les assurances santé. Et c'est là que je veux en venir, parce que dans le mot assurance santé, il y a le mot santé, quand même, dedans. Donc c'est bien d'avoir une bonne assurance et de la payer à 65 ans, inutile de vous dire, moi c'est mon cas, que vous payez assez cher. Voilà. Mais le principal, c'est quand même d'arriver en bonne santé et d'être bien conscient que la Thaïlande ne correspond pas forcément à tous les profils en termes de santé. Ça, évidemment, c'est quelque chose que les youtubeurs ne vous diront pas, parce que ça va leur faire peur, ils vont avoir l'impression qu'ils vont vous empêcher de venir, alors qu'ils font tout le contraire, ils vous poussent à venir, surtout pour que vous puissiez, pour certains, rejoindre leur fameux programme d'accompagnement, donner votre petit billet. Votre santé, ils s'en préoccupent peu. Ah si, ils vont s'en préoccuper au moment de l'assurance santé, mais c'est un peu tard. Alors, moi, je voudrais juste vous parler de la Thaïlande en termes sanitaires. C'est-à-dire venir en Thaïlande à 65 ans, surtout si vous êtes seul, ça n'est pas un geste totalement anodin. Attention, je ne cherche pas du tout à vous dégoûter de la Thaïlande. La Thaïlande est un pays magnifique. Encore faut-il comprendre là où on met les pieds et prendre les précautions nécessaires. Je vais donc vous parler des différents risques, mais avec un petit air, franchement, lié à une expatriation, on va dire, un peu définitive en Thaïlande, les précautions que vous devez prendre, les questions que vous devez vous poser. Quand j'en aurai fini avec ce volet santé, eh ben, je vais vous faire part d'une partie de mon bilan économique ici, parce que maintenant j'ai des vraies données qui sont les miennes. Donc je vais vous décrire comment on vit et à la fois ce qu'on a dépensé à peu près en étant ici à Chatham, pendant 2 mois. Je reviens très rapidement et on parle santé. Hop, de retour. Et pour la deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, je réenregistre cette partie-là. Je l'ai déjà fait et je suis arrivé à 45 minutes, ce que je trouvais un peu long. Pourquoi? Parce que je donnais beaucoup de détails. Parce que oui, j'ai beaucoup bossé. Donc, si vous voulez, dites-moi en commentaire, si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement là-dessus, c'est-à-dire sur les conditions sanitaires spécifiques à la Thaïlande et au climat tropicaux humides, dites-le moi et je le ferai. Je vous rappelle quand même que je ne suis pas médecin, donc mon avis n'est que mon avis. Il est issu de discussions que j'ai eues et de choses que j'ai lues. Voilà. Ça n'est en aucun cas un avis médical. J'essaie juste de vous mettre un petit peu sur la voie. Donc voilà, on a 65 ans, on décide de venir en Thaïlande, seul ou accompagné. Alors, l'intérêt d'être accompagné, évidemment, c'est qu'on est 2, avec éventuellement les mêmes problématiques, donc on peut se surveiller l'un l'autre.
Quand on est seul, par définition, on est un peu isolé, sauf si rapidement vous trouvez chaussures à votre pied ici, ce que j'espère pour vous. Alors, en fait, les risques, les risques avec un petit R, mais bon, par exemple, alors Amnesty International, qui exagère parfois un peu, décrit les risques comme des risques majeurs. Donc pour les personnes âgées dans les pays tropicaux humides, qui combinent alors une chaleur intense et une forte humidité, qui empêchent la sueur de s'évaporer. Les principaux dangers incluent donc la déshydratation rapide, la sensation de soif qui diminue avec l'âge, les coups de chaleur fatals et l'aggravation des maladies cardiaques ou rénales et la prolifération d'infections. Voilà. Bon, alors ça, c'est une petite partie de ce que dit Amnesty International, puisque là, il parle en fait du climat. Il faut ajouter à ça, et je vais en parler après, la nourriture, et oui, et puis la pollution. Alors, oui, certains profils supportent moins bien un climat tropical chaud et humide. Mais bon, dans la plupart des cas, dans une grande majorité, ce climat n'est pas formellement interdit. Voilà. Et si vous avez une pathologie préexistante, il faut que ça soit une maladie qui soit stable. Et puis après, vous, par rapport à vos conditions d'existence, il faut un logement climatisé et puis vérifier que tout le suivi médical souhaitable est possible. Et puis après, malheureusement, vous arrangez avec votre assurance locale parce que, très honnêtement, des pathologies existantes, elles sont exclues. Et c'est pas forcément malin de mentir. Donc voilà, elles sont exclues ou alors les primes vont monter de manière totalement délirante. Alors oui, l'humidité élevée, liée donc au climat tropical, complique l'évaporation de la transpiration. Le corps se refroidit moins efficacement. Après 65 ans, l'adaptation thermique et la sensation de soif peuvent également diminuer. Donc, ça va nous dégager, par rapport à ce premier risque lié au climat et la chaleur et l'humidité, des profils qui sont plus concernés que d'autres. Et du coup, une installation un peu définitive demanderait un avis médical approfondi si vous êtes dans un des cas suivants. Alors, premier cas, maladie cardiaque importante ou instable, insuffisance cardiaque, angine de poitrine, trouble du rythme mal contrôlé, infarctus récent. C'est important parce que se dire ouais, j'ai eu un infarctus il y a 6 mois, mais c'est pas grave, ça s'est bien passé, je pars en Thaïlande. It's up to you, comme on dit en anglais. Mais bon, ça vaut le coup quand même d'entourer ça de précautions. Alors ensuite, les insuffisances rénales, surtout lorsque la quantité de boisson doit être limitée. La gestion entre hydratation, sel et médicaments peut devenir assez délicate. Des maladies respiratoires sévères, insuffisance respiratoire ou asthme difficilement contrôlé. Évidemment, l'humidité, les moisissures et la pollution peuvent aggraver les symptômes. Grand classique, le diabète. Un diabète compliqué ou mal équilibré, notamment avec atteinte rénale, cardiovasculaire ou perte de sensibilité des pieds. Troubles neurologiques ou cognitifs, réduisant la perception de chaleur, de la soif ou de la capacité à réagir. Absence ou forte diminution de la transpiration, certaines maladies dermatologiques étendues ou cicatrices importantes. Alors, obésité également, obésité importante ou très faible autonomie physique. C'est peut-être pas une très bonne idée de venir ici si vous êtes dans ce cas-là, parce que si sortir, se rafraîchir, s'hydrater devient difficile, si on le fait tout seul, vous voyez, c'est compliqué. Autre cas, l'immunodépression importante. Alors, vous avez subi une chimiothérapie, une transplantation, certains traitements biologiques, ou vous avez eu des fortes doses de corticoïdes. Le problème vient alors davantage des infections tropicales et de l'accès rapide aux soins que du climat lui-même. Infections tropicales qui oui, découlent du climat, mais ce n'est pas le climat lui-même.
Voilà. Ensuite, si vous avez eu dans votre vie des antécédents répétés de coups de chaleur, de déshydratation ou de malaise lié à la chaleur, venir dans un pays chaud, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Ensuite, il y a également, alors par rapport à ça, certains médicaments à examiner. Donc certains traitements qui peuvent augmenter le risque de déshydratation, encore une fois, d'hypotension ou de mauvaise régulation thermique. Alors évidemment, les médicaments que vous avez, il ne faut pas les arrêter, surtout pas, parce qu'ils vous soignent normalement. Mais le médecin peut vérifier les dosages et établir des consignes pour les périodes très chaudes. Voilà, c'est important, ça. Mais surtout, arrêtez pas vos médicaments sans en parler à votre médecin, surtout si c'est des médicaments un peu importants pour des choses un peu embêtantes. Alors, autre petit facteur qu'on peut un peu rattacher, on va en parler juste maintenant, je développerai après. Donc la pollution, qui mérite aussi d'être prise en compte. Bangkok, Chiang Mai, pendant la saison des brûlis, ou certaines zones urbaines conviennent moins à une personne qui va souffrir d'asthme. Wahin, par contre, bénéficie généralement d'une situation plus favorable, même si chaleur et humidité y restent élevés et sont au rendez-vous en permanence. Donc, tout ça pour dire, je vais parler de la nourriture après, mais je vais quand même l'inclure là-dedans. Tout ça pour dire qu'en tout cas, le meilleur test avant une installation définitive ou quasi définitive, en cas de doute, ou si vous avez vraiment envie de tout sécuriser, moi, je conseillerais un premier séjour assez long. Comptez 4 semaines, ça ressemble trop à des vacances, je trouve. Donc, comptez plutôt 8 semaines, voire 12. Je vous rappelle que venir en Thaïlande 2 mois ou 3, c'est pas très compliqué. Vous n'avez pas besoin d'un visa trop lourd. Notamment 2 mois, ça se fait très facilement, même sans visa, avec une prolongation au service de l'immigration. Et 2 mois, et en fait, vous pouvez aussi obtenir un visa touristique de, je crois que c'est 2 mois, et prolonger d'1 mois. Sinon, vous pouvez prendre un visa de 3 mois. Alors c'est des visas hauts, donc en effet, faut voir. Je suis bête, bien sûr, vous avez 50 ans, vu que vous avez 65 ans. Enfin voilà, franchement, faites-le, oubliez le côté vacances, essayez pendant 2 mois, voire 3 mois, de vous mettre dans des vraies conditions de vie. Venez pendant la période la plus chaude, qui devrait être la plus compliquée à gérer pour vous si vous avez des problèmes, la plus risquée, entre guillemets. Et puis surtout, arrangez-vous pour vivre dans les conditions dans lesquelles vous avez prévu de vivre. C'est-à-dire, j'imagine, un petit condo quelque part, avec la clim. Et puis, commencez à regarder un peu aussi l'alimentation. Parce qu'on va en parler très vite. Oui, parce que c'est important. Donc, si on doit résumer, avoir 65 ans, c'est évidemment pas à lui tout seul une raison de déconseiller la Thaïlande. Loin de moi l'idée de vouloir vous écœurer ou même de vous faire peur. Moi, je vous fais juste part de choses qui sont des pures réalités. Voilà. Principalement, comme je l'ai dit, une maladie cardiovasculaire, rénale ou respiratoire sévère, certains médicaments et une perte d'autonomie, ça peut en effet rendre le choix un peu problématique, voire plus que problématique, et finalement vous y faire renoncer. Mais si dans votre cas, le bilan général est bon, que vous êtes autonome, le climat, honnêtement, ne va pas constituer un obstacle médical majeur. Voilà. Et maintenant, parlons de la nourriture. Et oui, la nourriture thaïlandaise qui est si délicieuse, malgré le fait qu'elle soit délicieuse, elle peut présenter des risques pour la santé, qu'il s'agisse de déséquilibres nutritionnels liés à sa préparation moderne, d'additifs fréquents ou de dangers parasitaires spécifiques associés à certains plats traditionnels crus. Voilà. Alors, les dangers de la nourriture thaïlandaise. Les dangers, vous n'allez pas vous empoisonner non plus. Moi, personnellement, je mange beaucoup thaï, mais c'est aussi pour ça que je mange à la maison, que ma copine cuisine, parce que du coup, on arrive à peu près à contrôler ce qu'on achète. Bon,
j'allais dire les légumes. Évidemment, on va pas pouvoir contrôler s'il y a des pesticides. Hein. Ça va être compliqué. Mais bon, disons que la viande, la qualité de la viande, et puis surtout la façon dont on cuisine. Moi, on a déjà eu des discussions. Je vais demander de mettre moins de sel, moins de sucre. C'est très bon. C'est juste pas bon pour la santé. Voilà. Moi, j'essaie de pas du tout consommer de sucre en dehors de ce que je mange ou en dehors de produits qui sont naturellement sucrés. Donc, pas de sucre additif. Mais ici, le sucre additif, il est partout. Enfin, c'est même pas du sucre additif. Ils mettent du sucre absolument partout. Donc, excès de sucre, de sel et de graisse. Voilà. Alors, sucre caché, je vais rien vous apprendre, hein, mais de nombreux plats sautés célébrissimes, comme le pad thai et les sauces, intègrent de grandes quantités de sucre pour équilibrer le goût piquant ou acide. Le sel, sodium élevé, l'usage massif de sauce de soja de New Yorkman, sauce de poisson et de pâte de crevettes élève considérablement l'apport en sel, ce qui favorise l'hypertension sur le long terme. Je rajouterais qu'en plus, ils aiment assez que la nourriture soit salée, hein, quand même. Moi, je veux dire, le nombre de Thaïs avec qui j'ai mangé, qui rajoutent du sel dans leur plat avant même d'avoir goûté, vous me direz, ça existe aussi en France, bien sûr, mais bon. Et puis, tiens, le lait de coco, le lait de coco, délicieux le lait de coco, très riche en graisses saturées. Sa consommation fréquente alourdit la charge calorique et lipidique des currys et de tous les plats où il y en a. Voilà. Alors, il est possible de trouver du lait de coco sans sucre additif. Oh, voilà. Naturel. Après, ce que me dit ma copine, c'est que le meilleur lait de coco, c'est celui qui justement vient de votre coco directement, sans procédé industriel. Malheureusement, si vous l'achetez au 7-Eleven, dont on va parler, ouais, vous pouvez pas y échapper. Alors ensuite, tiens, les additifs que vous allez trouver dans la nourriture et les risques parasitaires. Alors, la star absolue des additifs s'appelle le MSG, le glutamate monosodique. Alors c'est quoi ? C'est un exhausteur de goût et il est très largement utilisé dans les échoppes de rue et les restaurants. Il peut provoquer des réactions chez les personnes sensibles comme des maux de tête ou de la fatigue. Après, les problèmes parasitaires, un exemple, entre autres, le fameux koi plat, qui est un plat traditionnel du nord-est de la Thaïlande composé de poissons d'eau douce crus, hachés et lourdement contaminés par des vers parasites. C'est très bon, très très bon, hein, le koi plat, mais c'est juste bourré de parasites. Voilà. Donc sa consommation répétée est directement liée, c'est pas des bêtises, hein, c'est des études scientifiques, est directement liée à un risque élevé de cancer des voies biliaires. Voilà, rien que ça. Ouais. Alors, donc, parlons de la street food. La street food, en fait, au niveau intoxication, elle expose à des risques de gastro-entérite si les chaînes du froid ne sont pas respectées, ce qui arrive, hein, et puis ça, vous ne pouvez pas le contrôler, hein, ou si l'eau et les crudités sont mal lavées, ou si d'ailleurs l'eau est impropre à la consommation. Voilà. Alors, au niveau des résidus chimiques, malheureusement, des contrôles ont parfois pointé des niveaux très élevés de résidus de pesticides sur les herbes et légumes frais cultivés localement. Donc voilà, la street food, c'est un truc sympa, mais c'est du dépannage. Ne mangez pas uniquement de la street food. Vous risquez de vous rendre malade. Ouais, je suis désolé, je sais que je suis un peu déprimant. Ah, la Thaïlande, la street food, le 7-Eleven, blablabla, le pad thai, ouais, tiens, le somtam, ouais. Ne pas en abuser, croyez-moi. Voilà, bref, pour manger thaï de manière saine et sans risque, il faut vraiment penser, il faut essayer d'adapter vos plats et puis tenter de repérer les bons indices d'hygiène, quoi. Voilà, donc en fait, apprenez aussi à demander des plats avec moins de sel, maïkem, pas salé, ou réduisez l'ajout de sauce de poisson à table, inondez pas vos plats avec. Un petit truc qui a l'air de rien, hein. Moi j'adore ça, prenez un bol de riz. Alors, déjà le riz, on pourrait en parler longtemps, peu importe. Pour lui donner du goût, vous prenez votre riz nature et vous mettez de la sauce de poisson dedans. Voilà, petite bombe à retardement. D'accord. Ouais. Voilà. Bon, de la même manière que vous demandez moins de sel, vous demandez moins de sucre. My one, pas sucré, pour vos pad thai.
ou salade de papaye, le fameux somtam. Voilà. Moins de gras. Moins de gras, ça me paraît évident, mais moins de gras, c'est vrai. De toute façon, moins de sel, moins de sucre, moins de gras, franchement, c'est vrai partout. Partout, y compris en France, en Europe, aux États-Unis. Les Américains, c'est les champions de l'excès. Voilà, ils sont champions du monde dans tous ces trucs-là. Mais bon, ici, en tout cas, il faut essayer parce que vous avez 65 ans, il faut vraiment vous protéger un peu. Donc, moins de gras, privilégiez les poissons à la vapeur, plats à nuang, plutôt que les currys au lait de coco ou les fritures. Voilà. Et enfin, pour éviter le fameux MSG, utilisez l'expression My Sai Pong Chorot pour demander l'exclusion du glutamate de sodium. Ce salopard de glutamate de sodium. Voilà. Et puis bon, si vous pouvez, quand vous avez plein de stands de street food, essayez de privilégier ce que j'appellerais la cuisson minute, c'est-à-dire des stands où les aliments sont cuits devant vous à très haute température. Regardez aussi la fréquentation, parce qu'un stand, une échoppe qui a une forte fréquentation, elle va avoir une forte rotation et ça va garantir la fraîcheur parce que les aliments, les ingrédients vont arriver au fur et à mesure et vous n'allez pas manger à 17h un truc avec des ingrédients qui sont en plein cagnard depuis 10h du matin. Parce que c'est là que ça peut devenir un peu chaud, quoi. Surtout en pleine rue, dans un environnement qui peut être pollué éventuellement avec des tas de bactéries qui se baladent partout. Et puis alors, évidemment, zéro cru. Je suis désolé, mais le cru, il faut vraiment bannir, surtout le poisson d'eau douce cru, mais le porc mal cuit, et puis les coquillages dont vous n'êtes pas vraiment, même si vous apparaissent jolis, dont vous n'êtes pas vraiment certain de la provenance. Et puis la flotte, La flotte, évidemment, je vous rappelle qu'en Thaïlande, on ne boit pas l'eau du robinet, on consomme uniquement de l'eau capsulée, voilà. Et puis, même pour les glaçons, moi je vais vous donner mon exemple. Moi, l'eau du robinet, elle ne sert qu'à nettoyer le sol, faire la vaisselle, prendre des douches. Tout ce qui est boisson, évidemment, quand je bois de l'eau, c'est de l'eau minérale. Quand je fais du thé ou du café, je mets de l'eau minérale dans la bouilloire parce que il y a cette légende qui dit que la bouilloire, que quand l'eau bout, ça tue les microbes. Certes, sauf que il faut que l'eau bout pendant un certain temps. Alors qu'en fait, l'eau que vous mettez dans la bouilloire, elle est portée à l'ébullition et l'ébullition s'arrête. Donc, ça n'est pas suffisant. Donc, eau minérale dans les bouilloires. Également, glaçons avec de l'eau minérale, parce que vous mettez un glaçon dans votre verre que vous faites avec de l'eau du robinet, c'est exactement comme si vous buviez de l'eau du robinet. C'est pareil. Voilà. Alors, parlons du 7-Eleven, maintenant qu'on a parlé de la street food. Alors, le 7-Eleven, la grande star des stars, surtout cet endroit, tellement admiré par certains youtubeurs qui n'arrêtent pas d'en faire la publicité comme si c'était quoi? C'est très pratique le 7-Eleven, bien sûr, en cas d'urgence. Voilà, super dépannage, vous pouvez acheter plein de choses, c'est ouvert tout le temps, les prix sont pas exorbitants. Mais, alors, franchement, d'un point de vue nutritif, s'alimenter régulièrement au 7-Eleven en Thaïlande, c'est loin d'être satisfaisant pour la santé, je peux vous le dire. Par contre, oui, de temps en temps, se dépanner. Vous avez un petit creux à 4h du matin en rentrant de vos folies nocturnes, allez-y. Mais pas à long terme, surtout pas. Les points faibles nutritionnels du 7-Eleven, c'est quoi? Excès de sodium, sucre caché, manque de fibres, additifs chimiques, mauvaise graisse. Voilà, donc maintenant, vous allez me dire, ah ouais, mais on fait quoi? Eh ben, vous êtes sérieux, vous achetez des œufs durs, ça me fait trop rire. Voilà, vendu par deux quand même, hein. Mais bon, les œufs durs, je vous le rappelle, c'est des protéines pures, hein. C'est économique et il n'y a pas d'additifs. Voilà. Après, vous avez des boîtes de thon qui sont délicieuses. Voilà, excellente source de protéines maigres à mélanger avec un autre aliment. Et évidemment, vous pouvez acheter du maïs, vous pouvez acheter plein de choses, faire des petites salades, les fruits frais qui sont plutôt de bonne qualité et très bons au 7-Eleven, prédécoupés, c'est pratique. Vous savez qu'en Thaïlande, on prédécoupe tout, hein. Donc vous avez des petits quartiers de pommes, vous avez des petits quartiers de pamplemousse, voilà, vous avez des grappes de raisin. Émulsion de soja,
Ouais, mais choisissez les briques de lait de soja ou de lait classique étiqueté sans sucre ajouté. Voilà, c'est mieux. Et puis vous trouverez, je vous le rappelle, hein, bon, si vous êtes en ville, évidemment, vous ne pouvez pas vous traîner au macro tout le temps. Ça peut être compliqué pour vous. Mais bon, les produits qu'on trouve au macro, alors le problème que ça pose, c'est les quantités, parce qu'il faut acheter en général beaucoup. Voilà. Mais par contre, il y a souvent plus de choix. Mais bon, moi je dirais, ah oui, les noix et les graines aussi, très bon pour la santé. Les rayons du 7-Eleven débordent de sachets d'amandes, de noix de cajou ou de graines de citrouille nature. Vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Pour résumer, je dirais quand même que pour un voyage, un séjour prolongé, il faut vraiment essayer de privilégier les petits restaurants locaux, pas que de la street food, non, des petits restaurants qui cuisinent à la demande, avec des produits frais à l'idéal. Alors comment vérifier? Écoutez, ça, je sais pas, ça se fait à l'instinct, ça se fait au bouche à oreille, mais bref, voilà. Je vous rappelle quand même que pour une personne diabétique, les risques sanitaires liés à la nourriture thaïlandaise vont se concentrer sur la déstabilisation de la glycémie et l'aggravation des complications cardiovasculaires ou rénales. En cas de crise glycémique ou d'intoxication liée à un repas, vous devez agir très vite, au plus vite, pour stabiliser votre état et éviter les complications. Si complications ou si simplement vous êtes inquiet, consultez sans attendre, rendez-vous aux urgences d'un hôpital. Si vous n'arrivez pas à garder les liquides, si la fièvre dépasse 38,5 degrés, si vos urines deviennent très foncées. Voilà, hésitez surtout pas. Pollution de l'air maintenant en Thaïlande, marquée par les fameuses particules fines PM2,5, pose un risque grave pour la santé des retraités. Les pics surviennent souvent de décembre à avril, touchant particulièrement Bangkok et le nord du pays. Elles accentuent les risques de maladies cardio-respiratoires chez les personnes âgées. Risque de santé majeur, simple, crise d'asthme et bronchite aiguë, aggravation des maladies du cœur et des poumons, risque accru d'accidents vasculaires cérébraux, AVC, fatigue chronique et irritation des yeux ou de la gorge. Bonne pratique pour se protéger. Suivre la qualité de l'air avec des applications en temps réel, utiliser des purificateurs d'air certifiés HEPA à la maison, porter un masque N95 lors des pics de pollution extérieure, moi je dirais même un peu en permanence, surtout si vous êtes à Bangkok, parce qu'à Bangkok, alors à Chiang Mai c'est peut-être plus en fonction de la saison, à Bangkok la pollution c'est en permanence, alors peut-être moins fort que pendant les pics de Chiang Mai, mais la pollution à Bangkok c'est le trafic, a quand même un petit tissu industriel, enfin voilà, c'est vraiment pas cool. Donc maintenant, oui, alors j'ai dit porter un masque quasiment en permanence, et puis alors éviter les efforts physiques dehors pendant la saison sèche, au moment où vous avez cette espèce de smog, là, de brouillard, de pollution. Maintenant, si vous voulez, si c'est un facteur important pour vous, il faut choisir des régions moins exposées à la pollution, et on va parler des régions côtières qui sont évidemment plus ventilées, comme au sud, ou certaines zones du golfe de Thaïlande. Et comme ça, vous limitez l'exposition à la pollution. Donc, bye bye Bangkok, bye bye Chiang Mai, et vive les îles, les côtes. Voilà, et même dans les côtes, Pattaya, pas terrible quand même. Mais bon, moins grave que Bangkok et Chiang Mai. C'est vrai. Ah oui, excusez-moi, je ne parle jamais de ce que je ne connais pas, donc je ne vais pas parler des régions rurales de l'Isan, qui, je suis certain, sont plutôt saines de ce côté-là. J'espère, côté qualité de l'air. Voilà, en tout cas, les zones les moins polluées de Thaïlande, principalement, comme je vous l'ai dit, les provinces du sud et les régions côtières. Grâce à quoi? Grâce au vent maritime, constant, quasiment, et à l'absence de brûlis agricoles massifs. Il y a des petits brûlis, mais très, très résidentiels. Résiduels. Voilà. Donc, ces secteurs échappent, par chance, en général, aux nuages de pollution hivernale qui étouffent un peu le nord et le centre du pays. Alors, Côte d'Andaman et îles du Sud, voilà, donc classiquement, Phuket, super, Krabi, super. Non, vraiment, très bons indices Il y a d'autres problèmes dans ces endroits, mais en tout cas, côté qualité de l'air, c'est vraiment super bien. Golfe de Thaïlande, côte Est, c'est-à-dire Hua Hin, surtout si vous avez envie de rester proche de structures hospitalières internationales et que vous n'avez pas envie de subir le fameux smog. Voilà.
Bah ouais, Hua Hin, situé seulement à quelques heures de Bangkok. Hein. Je vous le rappelle d'ailleurs à ce sujet, tiens, j'ai fait un petit test parce que en ce moment on compare beaucoup Pattaya et Pattaya et Hua Hin. Et le grand argument, c'est que Pattaya, c'est vraiment pas loin de Bangkok, alors que Hua Hin, oh là là, c'est très loin. Alors, j'ai fait un truc très simple. Je suis parti du même point géographique à Bangkok, au centre de Bangkok, pour essayer de privilégier aucune des deux destinations, puisqu'il y en a une à l'est, l'autre à l'ouest. La différence à la même heure, et je l'ai fait plusieurs fois, et à chaque fois, j'ai eu le même résultat, quel que soit le jour de la semaine, quelle que soit l'heure de la journée, en fait, la différence de distance pour aller à Pattaya ou pour aller à Hua Hin, c'est que Hua Hin, il vous faut à peu près 3/4 d'heure de plus. 3/4 d'heure de plus. C'est tout. Alors, on parle de quoi? Évidemment, si on parle de quelqu'un qui fait l'aller-retour tous les jours, ah oui, il vaut mieux aller à Pattaya, parce que là, vous allez quand même perdre 1h30 tous les jours. Mais si on parle d'aller de temps en temps pour s'amuser ou faire du shopping, d'aller de temps en temps à Bangkok, franchement, est-ce qu'on est à 3/4 d'heure près? Je crois pas. Je crois pas. Et du coup, oui, si on est courageux, hein, ça rend Hua Hin même possible dans la journée. Bon, c'est pas... Ouais, ça fait quand même pas mal de bagnoles, hein, mais bon, c'est possible. Voilà. Alors... donc pour résumer cette histoire de pollution d'air, en fait, si la santé respiratoire, c'est votre critère absolu, évitez le nord, Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, de janvier en avril en raison des brûlis, et préférez une installation le long des littoraux méridionaux. Évitez également Bangkok, parce que c'est quand même très pollué. Moi, je dirais évitez quand même Pattaya aussi, parce que Pattaya, il y a quand même des épisodes de pollution qui sont significatifs. Hein. Alors, c'est très saisonnier, c'est moins sévère que Bangkok ou que le nord de la Thaïlande. Mais quand même, pollution de l'air, important, au PM2,5. De mai, je dirais, à novembre surtout, pendant la saison des pluies, l'air est très bon. Voilà. Par contre, le reste, c'est pas terrible. Saison sèche, c'est des pics de pollution vraiment importants. Ça dépasse selon IQR, ça dépasse les seuils recommandés pour la santé. Voilà. Donc, évitez. Voilà. Alors, en plus de la pollution de l'air à Pattaya, vous avez aussi un peu de pollution de l'eau et des plages. Bon, ça, en fait, vous pouvez y échapper facilement. Juste, allez pas à la plage à Pattaya Centre. Allez plutôt sur Jomtien ou sur les îles qu'il y a autour. Et puis bon, en plus, mais vous allez me dire que je fais le procès de Pattaya. Non, j'y étais, je l'ai constaté. Nuisance sonore et environnementale, c'est un peu comme ça. Parce que c'est une ville qui est ultra urbanisée, en constante construction, donc vous avez de la poussière de chantier dans l'air, et puis le bruit, quoi, des animations nocturnes, de la circulation routière. Il y a une pollution sonore importante, en particulier, évidemment, si vous êtes maso et que vous logez dans le centre-ville. Donc il faut s'échapper et il faut plutôt aller vers Jomtien ou la colline de Pratumnak, qui sont quand même mieux ventilés. Et puis, comme d'habitude, un purificateur d'air à la maison pour les mois d'hiver. Et puis, on évite le centre-ville pendant la saison sèche. Voilà. Donc, à 65 ans, 65 ans... avant une installation durable en Thaïlande, moi je vais vous donner un conseil judicieux, c'est de faire un bilan médical complet. Voilà, avant de venir. Idéalement, quelques mois avant le départ. C'est pas tant le climat tropical qui impose une batterie d'examens que la nécessité de partir avec des maladies chroniques dépistées, stabilisées et correctement documentées. Alors, il y a aussi évidemment, donc ça, ça, si vous voulez, je pourrais vous donner un détail, mais franchement, le mieux, c'est quand même d'aller voir votre médecin. D'ailleurs, il faudrait aller voir 2 médecins. Moi, je conseille d'aller voir votre médecin généraliste, qui vous connaît. Si c'est un médecin de famille, tant mieux. Vous faites un check-up absolument complet. Vous pouvez éventuellement aller voir un spécialiste pour votre petit cœur. Ça peut être pas mal, puisqu'en général, c'est là, très souvent, à 65 ans, que les problèmes... c'est là que les problèmes arrivent. Et puis, allez voir aussi, pourquoi pas, un spécialiste des zones tropicales. Ça existe, bien évidemment, à Paris, mais j'imagine dans d'autres villes aussi, dans les hôpitaux. Et eux pourront vous conseiller sur certains trucs spécifiques, et notamment sur les vaccinations.
Et puis, n'oubliez pas les dépistages qui sont liés à l'âge, hein, parce que voilà, il faut bien vérifier que vos dépistages ordinaires sont à jour, comme ça vous êtes tranquille, notamment le cancer colorectal, la prostate, et puis vous discutez avec votre médecin du dosage de PSA. Bon, plus un contrôle dermatologique, c'est important, surtout si vous avez une peau très claire ou que vous exposez beaucoup au soleil. Un examen ophtalmologique important aussi, la vue, la tension oculaire, la cataracte, la rétine, et puis bilan dentaire avec réalisation des soins importants avant le départ. Voilà, vaccination à revoir, comme je vous l'ai dit, franchement, il y a toute une liste, ça c'est pareil, je pourrais vous le filer dans une vidéo plus longue, si vous voulez, sur le sujet, si vous en avez envie. Mais il y a pas mal de choses, hein. Il y a pas mal de choses. Et puis après, il y a un petit dossier, voilà, qu'il faudra préparer en fonction de tout ça, pour pouvoir vivre sur place, un résumé médical d'une page, si possible en anglais, la liste internationale des médicaments, c'est-à-dire le nom de la molécule, pas le nom du produit, pas la marque. Voilà, les dernières ordonnances, analyses, compte rendu, imagerie importante. Une réserve initiale de médicaments, bien entendu, pourquoi pas. Attention, dans les limites autorisées à l'importation. Les coordonnées d'un médecin généraliste et d'un hôpital fiable près de votre futur domicile. Votre assurance, ça, je vous laisse voir avec les youtubeurs spécialistes de l'assurance. Voilà. En tout cas, l'assurance, non, le seul truc que je peux vous dire, moi, c'est vraiment que ça précise très clairement les conditions d'hospitalisation, les maladies préexistantes, l'évacuation, le rapatriement. Il faut quand même vous dire une chose, hein, c'est que ici, les assurances, c'est du business. Donc, plus vous êtes à risque, moins vous les intéressez, jusqu'au moment où ils vont dire « Oh monsieur, je suis désolé, mais il y a trop de trucs, on ne vous veut pas ». Donc, vous êtes inassurable ici, et vu le prix des choses, vous ne pourrez pas rester ici, parce qu'il vous arrive le moindre truc, les économies d'une vie vont y passer. Sauf si vous décidez d'aller à l'hôpital public en Thaïlande. Mais je vous rappelle que c'est pas gratuit non plus. C'est moins cher, certes, mais c'est pas gratuit non plus. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Prévoir un retour, moi je dis que c'est toujours pas mal, hein. Mais bon, parce que voilà, je vous donne un petit cas de figure très simple. Vous êtes ici. Vous apprenez que vous avez un cancer et que ça va nécessiter de l'hospitalisation, peut-être une opération, un suivi important, ou de la chimiothérapie, bref, etc., etc., etc. Votre assurance, elle va suivre au début. Et puis au moment de renouveler, alors si vous n'avez pas vérifié dès le contrat original que vous avez bien une clause qui vous garantissait le maintien de l'assurance à vie, même s'il y a des augmentations, ils vont vous dire non monsieur, vous faites quoi? Vous restez là à soigner un cancer, un peu seul au monde, alors, sauf si vous êtes accompagné, mais voilà. Et du coup, moi j'ai ma mère qui a eu un cancer, alors, elle n'était pas en Thaïlande, elle était en France, mais du coup elle a été extrêmement bien soignée parce que oui, le système de santé français, il a des problèmes d'organisation, mais franchement, pour les maladies graves, d'abord il y a une prise en charge à 100% de la sécurité sociale. Et puis après, les médecins sont très bons, les services d'oncologie sont très bons. Et pour des maladies importantes et graves comme ça, vous subissez beaucoup moins, en fait, l'attente, les retards, etc. Donc, ouais, je dirais que vous avez le choix. Mais où je veux en venir, que du coup, prévoir un possible retour en cas de problème gravissime, revenir en France où vous serez peut-être entouré, si vous avez encore un peu de famille, des amis, vous ne serez pas tout seul à l'hôpital, alors qu'en Thaïlande, peut-être vous le serez. Vous serez pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Surtout, si vous avez en Thaïlande opté pour le combo CFA plus mutuelle thaïlandaise. Puisque je vous le rappelle, si vous avez la CFA, dès que vous rentrez en France, votre carte vitale, la sécurité sociale, ça se remet en marche automatiquement et vous êtes couvert. Bref. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous ai je vous ai dit, moi, en tout cas, les consultations, je vous en ai parlé, la petite liste des trucs à prévoir, je vous en ai parlé aussi. Voilà, j'ai fini cette partie santé. Voilà, encore une fois, si vous avez envie que je la développe plus, parce que je peux, ça a déjà été assez long,
la prise d'avant, la vidéo d'avant était encore plus longue, de plus de 10 minutes. Voilà, je peux en faire une, par contre je ne la ferai pas tout de suite. Dites-moi, maintenant je passe à un sujet qui nous intéresse tous, les sous, et ce que nous a coûté notre petite incartade ici. À tout de suite. Bon, allez, on parle de gros sous. Bon, le temps est un peu compté là, parce que je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures. Donc pour commencer, je vous redonne un peu de contexte. Donc je suis venu seul depuis Paris. J'ai atterri à Bangkok. Mon billet d'avion, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il m'a coûté 1698 € sur Thai Airways en vol direct et en classe économique, mais avec la version flexi qui permet d'avoir plus de bagages, 2 valises de 23 kilos. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme je prépare mon prochain voyage, j'ai déjà regardé les billets d'avion. Et en fait, alors que là, on était en basse saison et que la prochaine fois, je serai en haute saison, pour exactement le même billet, la même compagnie, la même classe, presque les mêmes horaires, j'économise 300 €. C'est-à-dire que pour l'instant, ce que j'ai, ça atteint pas les 1004. On est plutôt à 1350 par là. Bref, voilà. Ensuite, donc ici, j'ai rejoint ma moitié à Bangkok. On a fait un peu de Bangkok. Après, on a été à Phuket parce que j'avais des choses à y faire. J'ai pas fait les comptes de ça parce qu'en effet, on n'est pas dans nos conditions optimales vu que on n'arrive pas à faire la cuisine, vu qu'on est soit dans des chambres d'hôtel, soit dans mon appart où franchement le coin cuisine est pas pratique et pas suffisant pour faire la cuisine. Voilà. Donc en fait, les éléments que je vais vous donner, ce sont des éléments qui concernent uniquement le mois qu'on a passé à Hua Hin. Alors, mon système, il est simple. En fait, ici, j'essaie de ne pas utiliser ma carte Visa, pardon. Pour une raison un peu philosophique, c'est que j'aime pas avoir l'impression qu'on me suit et que tout le monde sait ce que je fais. Voilà, donc en fait, je prends du cash, je viens ici avec du cash, j'essaie d'en ramener si possible. Et d'ailleurs, ce coup-là, quand même, je suis arrivé avec... je vais vous expliquer pourquoi j'ai tant de cash, c'est parce que je paye pratiquement tout avec. Voilà, donc je suis arrivé avec 4000 € de cash à peu près, je crois. Et en fait, je vais en ramener la moitié. C'est-à-dire j'avais compté environ 2000 € par mois pour tout couvrir. Et en fait, je suis à peu près à 1000 €. Donc voilà, alors... En fait, ma carte bleue, je ne la sors que quand je suis obligé, c'est-à-dire billet d'avion supplémentaire. On a eu un aller-retour pour aller à Phuket, location de voiture à la fois à Phuket et à la fois à Hua Hin, chambre d'hôtel parce que c'est du booking.com et là, je paye pas en liquide en arrivant, je paye en carte. Voilà. Disons que, alors après je vais revenir dans le détail sur ce mois à Hua Hin, mais disons qu'en gros, sur ce séjour de 2 mois, alors si je ne compte pas le billet d'avion, je suis à peu près à 2000 € par mois, ce qui comprend tout le reste. En fait, j'ai enlevé le billet d'avion du total. Par contre, j'ai les hôtels supplémentaires, j'ai les voyages, j'ai tout ça, j'ai la nourriture, j'ai les petites sorties, j'ai les restos, j'ai absolument tout ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, une fois qu'on est arrivé à Hua Hin, en fait, on s'est installé. Donc, on s'est installé à 2 dans notre petit appartement. Alors, le petit appartement, je vous le rappelle, il n'est pas si petit que ça et il nous est revenu environ sur la durée à 38 € par jour ou par nuit, comme vous voulez, pour un appart à Charam de 85 mètres carrés avec 2 chambres, 2 salles de bain, accès évidemment à la piscine, à la plage et à tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est pas, vous voyez, c'est pas non plus un truc hyper luxueux, quoi. On n'est pas dans des 5 étoiles à 100 balles la piole. Hein. Voilà. Ensuite, après, notre mode de fonctionnement à nous, en fait, et surtout ce coup-là, parce qu'on essayait de faire l'expérience suivante, c'était de vivre ici comme on y vivrait si on y était installé. Donc, ça veut dire cuisine à la maison, courses, etc.
etc. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben ouais, on a fait exactement ça. C'est-à-dire que les courses de nourriture dont je vais vous parler un peu plus en détail, ben en fait, on fait des courses à la fois chez Macro pour ce qui est de la viande, pour ce qui est de pas mal de produits. On va également au marché, on en a fait plusieurs, hein, des petits marchés de frais pour acheter des légumes. Les fruits, on préfère les acheter chez Macro. Alors surtout que mon amie, évidemment en bonne taille, elle a une grande passion pour le dorian, et il se trouve que là, ce coup-là, Macro Dorian, c'était le bon plan. Voilà, parce que c'était des dorians qui étaient pas trop faits, donc ils sentaient pas la mort, c'était à peu près supportable, quoi. Enfin pour moi, pour elle évidemment, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on a fait ça, on a fait pas mal de macros, on a fait donc les petits marchés, Sweet Charm et d'autres, et puis on a fait à notre bon cœur, on s'est pas privé, on a été bouffer au restaurant quand il le fallait, ou quand ma copine en avait marre de faire la cuisine, ce qui est quand même normal, je dirais. On a mis de l'essence dans la voiture pour aller se balader et visiter les environs, ce qui maintenant nous permet de bien connaître, le coin, c'est-à-dire, on va dire, allez, Cham, Wahin, Pranbury, plus un petit peu plus à l'ouest. Voilà, bon, puisque à l'est, c'est la mer. Alors, ouais, je dirais que bon, on n'est pas très dépensier sur les sorties, mais juste pas, en fait, c'est pas parce qu'on est pingre, hein, c'est parce qu'on n'aime pas ça. C'est parce qu'on voit pas l'intérêt tous les deux d'aller dans un bar et de dépenser 1000 bahts pour boire des bières. Déjà, on boit pas d'alcool. Tiens, d'ailleurs, petit détail dans toutes ces dépenses là que j'ai faites en cash. Il y a aussi des bouteilles de vin, mais très peu. On boit pas d'alcool. On en boit vraiment quand c'est. Là, on a été au Munson Valley au restaurant. On a dégusté un vin rosé délicieux, et du coup, bah, j'ai été à la boutique Munson Valley de Wahin. J'ai acheté 2 bouteilles, une qu'on a consommée, l'autre qui est pour un pote à moi à Bangkok. Alors oui, évidemment, immédiatement, la bouteille, elle est à 800 bahts, hein, donc bah, c'est 1600 bahts qui partent. Mais voilà, c'est à peu près les seuls trucs qu'on a fait. On n'achète pas de bière. Alors on va au 7-Eleven, comme tout le monde, mais on achète le moins possible de nourriture parce qu'on considère que c'est pas super sain. Donc on achète des petits trucs. Voilà, clope comprise. Moi, pour vous dire, ma consommation de cigarettes qui est tombée, alors qui devrait, j'espère, un jour finir à 0, mais pour l'instant, je suis à 2 cigarettes par jour. Hein. Une à midi, une le soir, avant ou après dîner. Donc vous voyez, surtout avec le prix des clopes ici, c'est pas ça qui va me ruiner. Bref, le bilan des opérations, donc, de tout ça, je vous l'ai dit, on est environ à 2000 € par mois. 2000 € par mois, en fait, tout compris. Voilà, alors, dans les 2000 € par mois, tout compris, je peux vous donner des petits chiffres, hein, par exemple. Hein, bon, la nourriture, en fait, ici, à 2. Alors, la nourriture, ça veut dire, en fait, qu'en général, ce qu'on fait, nous, on prend un bon petit déjeuner. Elle, plutôt genre thaï, moi, plutôt genre continental, parce que j'aime bien avoir mon café au lait, et j'aime bien avoir un peu de pain avec un peu de beurre. Voilà, ça, en général, à midi, on bricole. Bon, il faut savoir qu'elle, souvent, elle finit le dîner de la veille, ce qui veut dire qu'elle a un gros petit déjeuner qui lui tient vraiment toute la journée. Donc, en général, à midi, on mange pas forcément vraiment beaucoup, on bricole avec des trucs, enfin voilà, des fois un peu de snacks, un peu de saloperie, mais voilà. Par contre, bon, le soir, dîner, la plupart du temps, je vous l'ai dit, dîner à la maison, elle cuisine divinement bien, et en plus, apparemment, hein, sauf si elle me cache des trucs, c'est pas une souffrance pour elle, loin de là, elle adore ça, elle adore bouffer. Voilà, donc elle adore se faire à manger, elle est tout à fait consciente que ce qu'elle fait, elle le contrôle un peu. Alors maintenant, on essaye de faire des petits ajustements, je lui demande de mettre moins de sel, de mettre moins de sucre, de pas délirer avec l'huile. Bon, elle n'est pas très contente parce que c'est pas la manière dont il cuisine. Mais bon, elle comprend que je fais un peu attention, et puis que je fais un peu attention pour elle aussi, quoi. Hein, voilà. Alors, à part ça, donc les petites dépenses, toujours prises sur le cash que j'ai pris. Donc je vous ai dit... voilà,
arrivé avec 4000, reparti avec 2000, donc allez, on va dire sur chaque mois, ça fait à peu près 1000 euros par mois de cash qui est parti, le reste c'est passé en carte bleue. Alors, on a dépensé quoi? Par exemple, laundry, nettoyer le linge, parce qu'ici en fait il n'y avait pas de machine, et puis on a essayé le truc du condo, mais c'est la dame qui le faisait, mais franchement, on l'a fait une fois, ça ne nous a pas plu. Après, on a été voir un Indien qui était juste à côté, il nous a pris pour des cons, il m'a pris pour un con, ça nous a pas plu non plus, donc après on a trouvé, normal, une petite taille, une petite boutique au village d'à côté qui nous a fait ça très bien. On a dépensé, donc sur le mois où on était à Wahin, à Chatham, on a dépensé 40 euros à peu près. Voilà. L'essence dans la voiture, j'ai dû faire le plein 2 fois. On a dépensé 70 euros à peu près. Resto sortie, y compris notre sortie Grand Chic au Munson Valley, on a dépensé 150 euros. Voilà. Après, alors, on a eu, je devrais dire une surprise, c'est de ma faute en fait, parce que c'est pas une surprise, c'était marqué, mais j'ai pas lu. Voilà. On a eu la charmante surprise d'avoir une note d'électricité où le propriétaire du condo à Chatham nous a demandé à peu près 7 bahts du kilowattheure, alors que le prix normal, on va dire, il est autour de 4. Voilà. Donc, j'étais pas très content. Donc, j'ai commencé à l'emmerder un peu en lui disant que j'étais d'accord pour payer, mais que je voulais les preuves de tout ça. Comme je n'avais reçu qu'une petite note faite à la main avec des ratures, j'ai dit que ça passerait pas. Ils ont essayé de me prendre cet argent en cash. Je leur ai dit que j'étais désolé, mais qu'il fallait impérativement que ça passe par la plateforme, par Airbnb. J'ai envoyé un mail à Airbnb qui était évidemment tout à fait d'accord avec moi. Donc, ils ont prévenu le propriétaire en leur disant que toutes les facturations supplémentaires, électricité ou eau, devaient passer par la plateforme et être authentifiées avec preuve à l'appui. Voilà. Alors bon, ils ont senti que j'allais être un peu emmerdant, donc du coup de 7 euros, ils m'ont fait un cadeau, ils sont passés à 5,5. Voilà. Attendez-vous à ça quand vous prenez du Airbnb, quand on vous facture de l'électricité, ce qui est très souvent le cas quand vous restez longtemps. Les petits séjours, ils vont rien vous demander. Par contre, au-delà d'un mois ou de 20 jours, ils vont relever le compteur à l'arrivée, à l'arrivée, puis le relever au départ et vous filer la facture. Donc, si vous êtes un peu foufou avec la clim, ça va vous coûter. Moi, j'en ai pour 100 balles, en fait, sur 5 semaines. Voilà. Donc, 100 euros, facture électricité, plus un petit peu d'eau à 6,93 euros. Là, l'eau, par contre, je l'ai payé en cash, parce que, ma foi, voilà, c'était 200 bahts. Hein, donc, pas la peine de faire des trucs compliqués pour ça. Par contre, la facture d'électricité, elle, j'attends la facture officielle qui va passer par la plateforme. Voilà, il faut vraiment faire ça, hein. C'est important. Donc voilà à peu près les petites dépenses. Alors ça nous met en fait, la nourriture, disons que on est aux environs de 20 euros, 21 euros pour 2 personnes, et pour donc petit-déj, petit snack du midi et très bon dîner tous les jours. Voilà, on est à 21 euros. Ouais, 21. Alors j'ai tellement de chiffres là sur mon truc que maintenant je ne sais plus. Mais ouais, voilà, on est à 21 euros à peu près. C'est quoi ça? 19,70. Ouais, mais comme j'ai 21,36 juste en dessous, on va dire 20 euros. Voilà, comptez ça. Alors attention, hein, uniquement dans l'option vous mangez à la maison. Cela dit, en Thaïlande, manger tous les jours au restaurant, alors ça dépend ce que vous mangez et où vous mangez, mais ça ne va pas forcément vous coûter beaucoup plus cher. Moi, je vous l'ai dit dans la première partie de cette vidéo, moi c'est surtout un problème de qualité de nourriture, en fait. C'est-à-dire qu'à la maison, c'est très bon, c'est même meilleur qu'en restaurant, et surtout on sait ce qu'on mange, et puis on peut un peu doser les trucs. Bref, je ne vous embête pas plus longtemps, les gars, je vais aller prendre mes petites vacances. Là, pour l'instant, je vais aller à la piscine. Je repars demain matin, petite voiture qui m'attend. D'ailleurs, la petite voiture, le transfert Wahin Bangkok et Wahin Bangkok et Bangkok Wahin et blablabla,
Il est compris, hein, je l'ai payé avec mon cash, 2 fois 2200 Thai baht. Voilà, pour 2, évidemment. Allez, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de, comme d'habitude, de liker, de commenter et de vous abonner. Je vous dis à bientôt, mais pas tout de suite. Bye bye, portez-vous bien. Salut!